Dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont mises à rude épreuve et où l'incertitude sociopolitique complique les décisions d'affaires, les entreprises manufacturières québécoises doivent repenser leur stratégie. Aujourd'hui, nous explorons comment le secteur manufacturier, en particulier les entreprises de la plasturgie et leurs clients, peuvent saisir des opportunités de repositionnement stratégique en misant sur une approche de collaboration locale. Restez avec nous, on en discute avec un expert dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Privilégier des fournisseurs locaux ne se limite plus à une question de préférence. C'est devenu une décision économique et stratégique qui influence directement la compétitivité, la résilience et la capacité des entreprises à conquérir de nouveaux marchés. Dans ce contexte, le développement d'alliances stratégiques entre entreprises locales ne représente pas seulement une avenue de croissance, mais aussi une solution clé pour traverser des périodes d'instabilité et assurer une meilleure autonomie industrielle. Pour en parler, nous recevons Frédéric Lorrain, professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste du développement économique et des politiques industrielles. Ensemble, nous verrons pourquoi miser sur un réseau d'approvisionnement et de collaboration québécois peut être un levier puissant de croissance et de différenciation dans un marché en constante évolution. Bonjour, M. Lorrain. Merci beaucoup de vous joindre à nous à Sortir du moule. Ça fait plaisir. Bonjour. D'entrée de jeu, comme j'ai l'habitude, on tombe toujours dans le vif du sujet. J'aimerais déjà vous poser une première question. Pourquoi il est économiquement pertinent pour les entreprises manufacturières, surtout dans un contexte de plasturgie, de privilégier la sous-traitance locale plutôt que d'opter pour des fournisseurs internationaux? La première chose que je dirais, c'est que si on veut être performant, il faut trouver les meilleurs sous-traitants et les meilleurs fournisseurs, peu importe où est-ce qu'ils vont être dans le monde. Parce que notre avantage concurrentiel, ça peut être sur les prix. Donc, on a des meilleurs coûts de production, ce qui fait que nos sous-traitants, on doit trouver ceux qui sont les moins chers au monde. Ou on est dans l'innovation, on a un produit qui est innovant, ce qui fait que nos sous-traitants doivent être dans l'innovation. Ou on est dans la qualité, ce qui fait que nos sous-traitants doivent être dans la qualité. Donc, le premier principe, là, c'est de trouver les meilleurs des meilleurs partout où ils sont dans le monde, pour pouvoir être nous-mêmes concurrentiels. Donc, c'est pour ça que moi, je ne m'oppose pas du tout à la mondialisation, à l'approvisionnement international. Ceci dit, on a des avantages très nets d'avoir de la sous-traitance locale, régionale. Le premier, il est simple, c'est le coût de transport. Le coût de transport, ça coûte cher quand même. Quand c'est local, ben, on économise ça. Une logistique qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins complexe. Mais il y a d'autres choses qui se passent aussi, notamment c'est l'innovation. La proximité géographique amène toutes sortes d'avantages. La première, c'est sur l'innovation, parce que l'innovation, c'est une idée, c'est un concept abstrait, ce qui fait que ça peut se diffuser très rapidement dans l'écosystème. Donc là, je ne parle pas des affaires brevetables que c'est interdit d'utiliser. Là, je parle de toutes sortes de petites et grandes idées qui peuvent améliorer à l'efficacité d'une machine ou développer des nouveaux produits ou avoir des nouveaux marchés ou savoir comment patenter une machine pour que... Bref, toutes sortes de petites idées, ça se distribue dans l'écosystème et plus on est à proximité, plus on se rend compte, plus il y a des diffusions d'idées. Donc, on va avoir les gens à côté puis interagir avec eux pour que l'innovation se diffuse. Ce qui fait qu'on crée une espèce d'écosystème de gens qui collaborent. On peut collaborer en innovation, mais aussi on peut collaborer pour faire des projets en commun, faire du développement en commun, mutualiser des équipements ou des ressources, partager des équipements ou des ressources, s'entraider, se soutenir mutuellement, s'encourager, se partager des expériences, se partager de l'information. Et ça, c'est toujours beaucoup plus facile à proximité. Si votre sous-traitant il est en Chine, non seulement il est loin, en plus de ça, on discute sur Zoom. Sur Zoom, on l'a vu pendant la pandémie, c'est pas facile d'échanger les idées. Puis il parle chinois, donc on parle chacun un peu l'anglais, mais c'est un peu plus compliqué. Quand on est à proximité, on a ce qu'on appelle du capital social qui se crée, c'est-à-dire des logiques de coopération, d'entraide, de soutien, de cofinancement. Et ça, c'est extrêmement favorable aux entreprises. Dites-moi, vous avez mentionné dans le terme d'innovation, la collaboration, c'est important. Puis c'est quelque chose que nous, on prône, puis on essaie de travailler depuis des années. Puis c'est le concept même des créneaux, encore. Mais on a souvent une réaction des gens de « bon, je ne veux pas travailler avec mon compétiteur » ou avec « c'est tous des compétiteurs ». Ça change un peu, graduellement, la culture change, là, mais on a encore des fois un réflexe. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont peur de travailler avec des compétiteurs? Qu'ils ne sont pas en 2025.
Parce que l'innovation est tellement complexe aujourd'hui. La raison pour laquelle le Québec a un retard de productivité, c'est pas que nos entrepreneurs sont mauvais, c'est pas que nos chefs d'entreprise sont mauvais, c'est pas parce qu'on n'est pas conscient de la situation, c'est parce que c'est extrêmement difficile. Parce que la technologie, elle est très complexe à comprendre, puis elle change tout le temps. Donc, pour qu'un chef d'entreprise qui a déjà à gérer une entreprise soit toujours au courant de ce qui se passe, c'est extrêmement complexe. Donc, on a intérêt à le faire ensemble. Puis ça se peut qu'il y a une de nos idées qui soit récupérée par un concurrent, sauf que si vous prenez la somme de toutes les bonnes idées qu'on a là dans une région donnée, c'est tellement riche qu'une de perdue, 100 de retrouvée. C'est pas grave. Et c'est ça le principe de l'innovation ouverte. On va avancer collectivement beaucoup plus rapidement ensemble. Parce que individuellement, on a beaucoup de PME sur le territoire québécois. Les PME n'ont pas les mêmes moyens financiers ou les mêmes moyens techniques pour avancer l'innovation. Donc, il faut le faire ensemble. Et c'est sûr qu'on gagne. Il ne faut jamais oublier qu'une nouvelle idée, c'est toujours la combinaison d'au moins 2 autres idées précédentes. Donc, plus on a des idées qui circulent dans l'écosystème régional, plus on est capable de les combiner pour créer d'autres idées. Puis c'est un cercle vertueux, là, c'est un effet boule de neige positif. Donc, un système d'innovation ouverte est beaucoup plus performant, même si de temps en temps on se fait voler des idées, que si on est complètement fermé. Donc, aujourd'hui, être complètement fermé, là, c'est le succès pour l'échec. Donc, automatiquement. Puis même, vous me faites penser, vous parliez de mondialisation, puis ça revient un peu à dire que les compétiteurs sont beaucoup plus à l'étranger. Donc, quand une région s'unit, quand même qu'il y aurait quelques idées qui sont prises par d'autres, c'est toujours plus fort être ensemble pour faire face à l'étranger, qui eux aussi ont des idées, puis ils vont s'unir pour travailler. Exactement. Puis je pourrais donner comme exemple la microbrasserie québécoise, qui est en pleine évolution avec une croissance absolument incroyable et qui a réussi à percer le marché par rapport à la BAT et au Molson, aux grands brasseurs. Et la façon qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils l'ont fait tout le monde en collaboration. Donc, ils ont organisé ensemble des salons, des événements. Ils organisent ensemble des routes, des bières. Ils organisent ensemble du marketing. Puis, normalement, toute bonne microbrasserie offre au moins une microbrasserie, une bière d'une autre microbrasserie. Donc, quand vous allez là, au fût, là, vous avez une dizaine de fûts, là, il va en avoir une d'une autre microbrasserie, justement parce qu'ils ont compris que leur concurrent, c'est pas entre eux. C'est Molson, Labatt, c'est les grands brasseurs mondiaux, les multinationales de la bière. C'est eux, les vrais concurrents. Et donc, on avance beaucoup plus vite comme ça. Bien, c'est un excellent exemple. Je pense que, considérant qu'on a beaucoup d'amateurs de bière au Québec, Oui, la plupart vont bien comprendre et se reconnaître. Mais tu sais, eux, bon, c'est vrai qu'ils n'ont jamais réfléchi ça comme ça. Tu sais, c'est des amateurs de bière, ils se rencontrent dans des événements, ils boivent des bières ensemble, c'est tous des chums. Donc, ils sont amenés à collaborer de façon très spontanée, mais ça a quand même les mêmes résultats. Ils travaillent ensemble. Ce qui est important, c'est le final, c'est le résultat final, effectivement. Puis là, on a parlé justement d'avantages pour les entreprises qui choisissent de travailler ensemble, mais quels seraient pour les donneurs d'ordre ou les grandes entreprises, qui ne sont pas nécessairement ceux qui font la mise en forme des polymères, mais qui vont faire affaire avec ces entreprises-là, quels seraient pour eux les avantages économiques, stratégiques de choisir d'intégrer davantage de fabricants locaux dans leur chaîne d'approvisionnement? Bien, c'est parce que c'est justement pour renforcer toute la chaîne de valeur. Donc, j'ai donné déjà tous les avantages, par exemple, d'avoir son sous-traitant, son fournisseur à proximité. Bon, coût de transport, logistique plus simple. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est beaucoup dans du sur-mesure ou du personnalisé, là, du custom dans ces domaines-là. Oui, puis, pour faire du custom, c'est mieux d'être à proximité. Aussitôt qu'on a un petit problème, on peut aller voir l'autre immédiatement, on peut aller voir techniquement, physiquement, là, visuellement, c'est quoi le problème avec le produit. Si on parle de service, encore une fois, quand on fait tout ça sur Zoom ou par téléphone, c'est beaucoup plus difficile que quand on est en présentiel. Donc, ça accélère beaucoup plus le développement du sur-mesure, le custom, le personnalisé. Puis de plus en plus, on s'en va vers ça. Là. La production de masse, il y en a de moins en moins. Puis ça permet aussi de stabiliser toute la chaîne d'approvisionnement parce qu'on n'est pas soumis à des variations de taux de change, des variations de politique commerciale de tel et tel pays, des conflits commerciaux, des situations politiques dans d'autres pays, puis tout ça. Donc, ça permet, dans le fond, de baisser les coûts de production. Si on tient compte des coûts de transport, la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement, puis on renforce toujours l'écosystème entrepreneurial en faisant ça. On a des gens fidèles qu'on connaît, qu'on voit à la chambre de commerce, qu'on voit au restaurant, qu'on voit dans des activités sociales. Donc, il y a un bounding qui se crée qui va au-delà des relations commerciales. Et ça, c'est extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Ça ne se chiffre pas, mais c'est un très, très, très,
très, très grand avantage. On peut peut-être demander un petite extension de financement parce qu'on a des petits problèmes, l'autre entreprise va comprendre. On est capable peut-être d'avoir du cofinancement d'une autre entreprise parce que la banque, elle ne comprend pas le projet, mais qu'un autre entrepreneur, lui, va le comprendre. Peut-être qu'on cherche à financer l'équipe de hockey de notre fils, puis il y a peut-être les autres entreprises qui vont mettre de l'argent là-dedans. Pourquoi ils le font? Parce qu'à un moment donné, quand ce sera eux qui vont le demander, on va contribuer. Donc, on a vraiment cette espèce d'écosystème entre aidants qui se construit et qui est très, très facilitant qu'on fait des affaires. Et ça se fait au niveau local. Donc, pour un donneur d'ordre, d'avoir toute une série de sous-traitants à côté, qui sont des gens fidèles, qui se connaissent bien, avec des très, très bonnes relations, très personnalisées, c'est absolument incroyable. Et il y a des entreprises dont la stratégie, c'est de dire à leurs employés et à leurs ingénieurs, crée ton propre entreprise, je vais te donner des contrats garantis avec des bons prix, puis développe-toi, fais aussi de la sous-traitance pour d'autres entreprises, puis c'est correct. Donc, il y a des entreprises québécoises qui ont construit leur propre réseau de sous-traitance plutôt que de tout faire à l'interne. Oui, puis ça leur donne une certaine sécurité, même, puis une stabilité dans leur approvisionnement, ce qui est vraiment intéressant. Exactement. Puis là, si par exemple, plutôt que de faire nous-mêmes les vis, alors si mettons qu'on fait des bateaux de pêche, les vis, c'est pas dans leur cœur de métier. Donc, aussi bien donner ça à quelqu'un qui va être spécialisé là-dedans, puis qui va savoir faire des vis, puis qui va penser à innover les vis, à baisser les coûts de production, puis qui va commencer à faire des économies d'échelle parce que lui, il va commencer à vendre des vis à d'autres entreprises aussi. Donc, il y a vraiment des modèles. Bombardier a toujours travaillé en réseau comme ça. Bombardier travaille avec toute une série de sous-traitants, que ça pour les avions, les motoneiges, peu importe. Puis c'est leur philosophie, puis ça fait partie de leur succès. Je pense aussi probablement qu'il y a même un avantage que les fournisseurs comprennent la réalité de l'autre parce qu'ils viennent du même contexte politique, économique, socio-démographique, ainsi de suite. Donc, probablement une meilleure facilité à travailler ensemble et de fournir une solution adaptée. Exactement, parce qu'on parle la même langue, on est dans le même référent culturel, on est souvent dans la même région, ce qui fait qu'on a un petit peu les mêmes mentalités. Donc ça, c'est aussi très, très, très facilitant. Et est-ce que, là, on a parlé beaucoup d'avantages, puis il y en a tout plein, mais est-ce qu'il y aurait des obstacles? Puis quels seraient ces principaux obstacles-là qui pourraient freiner des entreprises à adopter la sous-traitance locale ou de travailler localement? Puis comment on pourrait surmonter ces obstacles-là? Alors là, en fait, dans le domaine culturel, ils utilisent beaucoup le mot découvrabilité, que j'aime beaucoup, c'est le fait de découvrir l'autre. Puis on sait que dans la plupart des sous-traitants, des fournisseurs, c'est des PME qui n'ont pas les moyens techniques, les moyens financiers de faire des grandes campagnes de marketing, de se mettre en valeur. Tout ça. Il y en a qui sont même trop discrets à mon goût. Ce qui ferait que le plus grand obstacle, c'est la découvrabilité. Puis je donne un exemple que j'ai entendu, je l'ai vu là, de mes yeux vus. C'est 2 entreprises dans un parc industriel, une en face de l'autre. Puis ils ne se connaissent pas. Puis il y en a un qui fait des commandes aux États-Unis de quelque chose que l'autre en face fait exactement la même affaire. Mais on évite le coût de transport. Oui, au même prix, même affaire. Fais juste traverser la rue, presque. Fais juste traverser la rue, là. Puis il y a des entreprises qui sont sur des comités ensemble, qui vont prendre des bières, puis ils ne sont pas conscients de ce que chacun fait dans le détail. OK, toi, tu es bon dans le pliage. Oui, mais est-ce que tu sais que je faisais du soudage aussi? Ah, ça, je ne le savais pas. Il y a beaucoup, beaucoup de méconnaissances, de manque d'informations. Qui fait quoi, où, comment? C'est quoi les expertises exactes de tout le monde? Et ça, c'est le principal obstacle. On parlait de surmonter, puis là, vous avez un très bon exemple. Je vais sauter sur cette opportunité-là, parce que souvent, on parle justement de cartographier les fournisseurs ou cartographier l'industrie, mais il y a tellement des fois d'outils où c'est tellement disparate. Quel est le meilleur moyen pour rendre cette information disponible-là, ou quel est le meilleur moyen pour les entreprises de trouver cette information-là, justement pour avoir ce que vous me dites là, parce que c'est pas banal là, de dire que celui d'en avant, l'autre bord de la rue, pourrait te desservir alors que tu te casses la tête à aller très loin. Il faut éviter ça, que ça se reproduise. Oui, en fait, nous, on a beaucoup travaillé sur le maillage intelligent. Donc, par maillage, qu'est-ce que j'entends? J'entends des activités ou des initiatives qui font en sorte qu'on va vraiment cibler une problématique. Mettons que c'est de trouver des sous-traitants ou trouver des partenaires d'innovation ou des partenaires financiers. Donc, on identifie une problématique cible, puis là, on invite uniquement des gens qui peuvent régler cette problématique-là.
Donc, c'est ça du maillage intelligent. Tandis que la socialisation, si on met des gens d'affaires dans une salle, on met de la bière, du vin, du fromage, puis on pense que des miracles vont sortir. Mais là, on peut se retrouver avec toutes sortes de monde. On peut passer sa soirée à rencontrer des notaires qu'on n'a pas besoin parce qu'on en a déjà un. Donc, le maillage intelligent, c'est vraiment extrêmement ciblé sur une problématique, puis on invite uniquement les gens dont on pense qu'ils vont pouvoir solutionner cette problématique-là. Donc là, les entreprises vont vouloir y participer parce qu'ils sont presque sûrs de trouver un partenaire. Puis on est très, très, très proche de la signature d'un contrat, là. Rendu là, oui. C'était les bonnes personnes qui se parlent. Rendu là, on est très proche. Donc, le maillage intelligent, la différence entre la socialisation et le réseautage, c'est que le maillage intelligent, on est très proche de la signature d'un contrat. C'est-à-dire qu'on met toutes les conditions pour que, à moins qu'ils ne s'entendent vraiment pas, ou à moins que ce qu'un fait, c'est vraiment pas ce que l'autre a besoin, pour toutes sortes de petites raisons techniques, normalement, on est très, très proche d'avoir une entente. Donc, on essaie de mettre toutes nos chances de nos côtés avec du maillage intelligent. Et ça peut se faire sous toutes ses formes, à plusieurs échelles, au niveau local, au niveau régional, au niveau provincial. On peut faire 2 secteurs d'activité, mailler 2 secteurs d'activité comme les technologies de l'information puis le manufacturier, où on peut mettre les gens du plastique ensemble. Ça peut être sur l'économie circulaire, ça peut être sur toutes sortes de choses. Ça, c'est peut-être la première chose. Deuxièmement, je pense que les agences de développement économique, ceux qui font du développement économique sur le territoire, dans les villes, dans les MRC, au ministère, chez Investissement Québec, je trouve qu'ils ne sont pas assez proactifs pour faire du matchmaking. Et là, vous entendez quoi par là? Parce que j'entends déjà les commissaires industriels sursauter. Oui, mais c'est la première chose, c'est de dire, OK, c'est quoi la chaîne de valeur de mes entreprises dans ma région? Puis dans cette chaîne de valeur-là, y a-t-il des entreprises qui sont mises à l'écart parce qu'on ne les connaît pas? Donc là, ça, c'est facile. On les fait connaître. Puis ensuite de ça, y a-t-il des choses qu'on ne fait pas du tout dans notre région, mais qu'on pourrait faire parce qu'il y a un besoin clair pour ça? Puis dans ce cas-là, on peut susciter de l'entrepreneuriat dans ce domaine-là. On peut peut-être faire venir une entreprise étrangère extrêmement ciblée pour une partie de la chaîne de valeur qui ne se fait pas dans notre région. Ou on peut dire à nos entreprises, y a-t-il quelqu'un qui a un projet d'investissement parce que moi, je pourrais le soutenir là-dedans. Parce que très clairement, c'est un besoin. C'est quelque chose qui est demandé par plusieurs entreprises de la région, mais ce n'est pas fabriqué dans la région. Il n'y a rien. Donc, ça aussi, j'en ai plein d'exemples qu'on fouille. Et puis là, où je trouve que les agences de développement économique sont un petit peu réactives, ne sont pas assez proactives pour identifier ces trous-là dans la chaîne de valeur, puis identifier aussi les entreprises qui pourraient être dans la chaîne de valeur, mais qui sont laissées de côté parce qu'elles sont moins connues. OK, donc il y aurait avantage à les connaître et à bien desservir là, leur clientèle, mais surtout bien aller quadriller le territoire, parce que des fois, c'est des grands territoires, puis les ressources sont limitées, donc c'est là que ça devient peut-être difficile. Exactement. Donc, de faire des cartographies des secteurs d'activité, de bien comprendre les chaînes de valeur, puis de voir c'est quoi les trous, puis c'est qui les entreprises qui sont un petit peu délaissées, puis faire du matchmaking, là, c'est d'appeler une entreprise et de dire « il me semble que tu devrais faire affaire avec une autre ». Genre, vous organisez un petit 15 minutes de Zoom là, à 8 heures le matin, juste avant que la journée de travail commence. Puis c'est un 15 minutes bien investi, là, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait sortir de là. Effectivement. Puis, dites-moi, vous parlez de justement les agences économiques, mais il y a les gouvernements qui ont des actions. On a parlé au Québec, il y a Investissement Québec aussi qui est très présent sur le terrain. Dans la région de Québec, on a Québec International, Montréal International et toutes les autres, les ORPEX, ainsi de suite. Il y a des créneaux d'excellence comme nous autres. Comment tout cet écosystème-là, selon vous, pourrait travailler pour encourager et structurer d'une façon plus concrète, plus intégrée puis plus compétitive l'approvisionnement local ou national, puis même international, parce que je pense que, vous l'avez mentionné, il y a des avantages des fois aussi où on n'a pas le choix d'aller à l'international pour l'approvisionnement. Tu sais, c'est beaucoup une question d'information. C'est encore une fois de savoir qui fait quoi où. Donc, tu sais, que l'information se transmette plus. Notamment, tu sais, le donneur d'ordre, il y a beaucoup d'informations parce que lui, il fait le choix, des fois éclairé, de prendre un sous-traitant à l'international plutôt qu'un sous-traitant local. Soit qu'il ne connaît pas, ben à ce moment-là, on peut le faire connaître, soit qu'il sait très bien, mais il décide quand même d'aller à l'international. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le sous-traitant local est trop cher? C'est parce que sa qualité est déficiente? C'est parce que les délais de livraison ne sont pas là? C'est parce qu'il n'y a pas les capacités? C'est parce que le produit n'a pas les spécificités techniques nécessaires? Ça serait le fun que le sous-traitant soit au courant pour qu'il puisse s'améliorer. Et comment il fait pour être au courant?
Donc là aussi, les développeurs économiques pourraient intervenir parce que le donneur d'ordre, s'il veut participer à son écosystème régional, il pourrait dire, moi, je vais aider ma région, puis je vais essayer de donner quelques signaux pour que les sous-traitants puissent s'améliorer. C'est pas évident de faire ça entre les entreprises, mais d'avoir un arbitre neutre, comme un développeur économique, qui fait la transmission, puis à ce moment-là, on a un paquet de programmes au Québec de soutien. Soutien à la productivité, à la transformation numérique, au développement à l'international. On a tous les soutiens possibles. Mais encore faut-il que l'entreprise sache exactement où est-ce qu'est le problème. Donc, ça aussi, ça pourrait faire partie de certaines stratégies. Puis finalement, ben, il faut que les entreprises aient les moyens de se faire voir. Parce que dans le fond, l'achat local, là, c'est une rencontre entre l'offre et la demande. La demande est là, on veut acheter local, on est tous d'accord avec ça au Québec. Ben après ça, il faut s'organiser pour qu'on se fasse voir, pour qu'on dise à la demande, hey, j'existe. Donc, est-ce que toutes les PME québécoises manufacturières ont vraiment une stratégie de communication, une stratégie médiatique? Moi, je siège sur des comités dans des galas de reconnaissance des chambres de commerce, donc j'évalue les dossiers. Puis il y a des entreprises qui remplissent le dossier à moitié ou des très belles entreprises qui décident de ne pas envoyer leur dossier de candidature. Ils disent, bah, à quoi ça va servir, blablabla. Ben, c'est ça. C'est peut-être un 3-4 heures de travail à remplir un dossier, mais qui peut rapporter énormément. Là, il y a une mise en valeur qui est importante aussi. Chacun doit jouer son rôle. Il ne faut pas négliger en se disant c'est pas pour moi, je ne veux pas me vanter ou je ne veux pas me mettre comme étant une vedette, mais c'est pas toujours nécessairement de faire la vedette ou de se vanter, c'est de se montrer qu'on existe, qu'on est là, puis qu'il y a même une reconnaissance des pairs qui peut se faire, donc de trouver les opportunités de visibilité. Exactement. Faut les trouver, puis il y a une très grande part des exportations aux États-Unis qui sont ce que moi j'appelle de l'exportation réactive, c'est-à-dire que c'est un client américain qui, on ne sait pas comment, a découvert la PME québécoise sur un site Internet ou sur un répertoire quelconque, puis le téléphone, dire bonjour, il me semble que vous avez un beau produit. Mais l'entreprise québécoise, elle n'a jamais démarché les marchés étrangers, là. Elle n'a rien fait. Elle reçoit la commande comme ça par magie. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, des commandes non sollicitées. Moi, c'est ce que j'appelle l'exportation réactive. C'est super. Mais, on voudrait quelque chose de plus organisé que ça, là, que par miracle, le téléphone sonne. S'assurer qu'il sonne, parce que là, ça peut arriver une fois, mais ça se reproduira peut-être pas. Ça peut arriver une fois, mais ça n'arrivera pas tant que ça, là. Puis d'autant plus que si on a les Américains qui ne veulent plus jouer le jeu, il faut retrouver notre avantage concurrentiel. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui téléphonent des entreprises québécoises à cause du différentiel de taux de change. Oui, effectivement. C'est pas une bonne raison. Parce que le taux de change peut monter ou il peut y avoir des M. Trump qui mettent des tarifs douaniers. Donc, il faut trouver notre compétitivité autre que le taux de change pour être compétitif aux États-Unis. Peut-être, est-ce que pour les gens qui ne sont pas nécessairement experts en économie, puis justement dans tous les principes de marketing, est-ce que vous avez un petit truc? C'est sûr que ça c'est pas quelque chose qui s'apprend ou qu'on peut expliquer en 2 minutes, mais pour trouver justement leur compétitivité, y a-t-il une piste de travail ou de réflexion qu'ils devraient entamer pour y arriver? Ben, c'est en fait, non, j'ai plutôt des lignes directrices très générales. La compétitivité, elle va venir de 2 choses. C'est ça qu'on réussit à réduire les coûts pour réduire le prix. Donc, on est concurrentiel en prix. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire des gains de productivité, travailler sur l'automatisation, travailler sur notre efficience technique, travailler sur la formation de la main-d'œuvre, tout ça. Ou on réussit à faire des marges, à monter le prix, mais ça veut dire qu'il faut aller accrocher notre consommateur. Il faut lui avoir une proposition qui est différente des autres. C'est ce qu'on appelle la différenciation de produits, se différencier des autres. Ça veut dire l'innovation, du développement de produits, de l'amélioration de produits, de la qualité de produits, du meilleur marketing, un meilleur service à la clientèle, des meilleurs délais de livraison. Ou une combinaison de tout ça, là. Mais ça revient toujours à l'innovation. C'est soit de l'innovation pour réduire les coûts de production, soit de l'innovation pour améliorer notre produit, pour fidéliser une clientèle, puis pouvoir charger un petit peu plus cher, se faire un peu de marge. Donc, ça passe toujours par l'innovation. C'est pour ça que l'innovation, c'est au cœur des modèles de croissance économique, de développement régional. Et pour ça, il faut arrêter de voir l'innovation comme étant de la recherche scientifique en université. L'innovation, pas que j'ai quelque chose contre l'université et que la recherche, mais c'est accessible, puis ça peut être beaucoup plus qu'une recherche en laboratoire d'université. Oui, ça peut être du patentage de machines. J'ai une histoire, il y a une entreprise
qui fait des pôles de fer. Ils ont plusieurs concurrents, puis tout le monde utilise la même machine japonaise pour faire ça. Mais eux sont capables de faire des pôles de fer avec une certaine tension que les autres ne sont pas capables de faire avec la même machine. C'est parce que les ouvriers, c'est des patenteux, puis quand ils ont fini leur journée, ils démontent la machine, ils s'amusent avec la machine, ils essaient de la patenter. Puis ils ont trouvé une calibration pour que la pôle ait exactement la bonne tension, ce que les autres entreprises ne sont pas capables de faire. Ça, c'est pas de la recherche scientifique, c'est pas brevetable, c'est même pas comptabilisé dans les statistiques d'innovation du gouvernement du Québec, mais c'est de l'innovation quand même. Ça leur a permis de trouver un produit que personne n'est capable d'imiter. Qui se distinguent. Puis là, ils ont un avantage distinctif automatiquement. Et là, vous avez dit un bon point, même que les employés, ils le font volontairement ou ils le font après leur journée de travail. Mais on parlait justement un petit peu avant dans l'innovation aussi, qu'il faut développer nos communications, il faut être visible, il faut prendre 3-4 heures pour remplir le formulaire de mise en candidature, il faut adopter l'automatisation, robotisation, mais souvent les entreprises vont nous répondre « Ouais, mais écoute, je manque déjà de personnel, on éteint des feux, qui tu veux que je mette là-dessus, puis quand est-ce que je vais le mettre là-dessus? » Comment cet entrepreneur ou ces entrepreneurs-là devraient voir l'importance d'aménager du temps ou d'une opportunité de pouvoir libérer ou d'investir dans ces actions-là qui vont être porteuses à long terme? Bien, c'est là que j'ai envie de dire, parce que, encore une fois, là, je suis à peu près sûr que pour 90% des PME, c'est pas un problème d'argent. Puis il y a des programmes en masse, puis il y a des moyens financiers, puis tout ce que vous voulez. C'est une question d'information, d'incertitude et de perception de risque. On installe un nouveau système ERP, il y a toutes sortes d'histoires d'horreur avec ça. Ah, j'ai installé ça, ça n'a pas marché, ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup plus que prévu, puis là, ça me sort des données que je ne sais pas utiliser, blablabla. Bon. Mais ce n'est pas toujours des histoires d'horreur. Donc là, j'en reviens au fait de travailler ensemble. Quand on travaille ensemble, on a de l'information, on obtient de l'information, on obtient de l'expérience vécue par d'autres. Ce qui ont réussi, puis ce qui ont mal fait, on essaie de refaire ce qui a bien marché, de ne pas refaire ce qui n'a pas bien marché. Donc, d'avoir des rencontres, des interactions entre les chefs d'entreprise ou les responsables, par exemple, de l'automatisation entre les entreprises, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Ça nous permet de ne pas répéter les erreurs, ça nous permet d'aller chercher la bonne information, les bons fournisseurs de systèmes ERP, puis tout ça. Donc, c'est à peu près la seule solution que j'ai à donner. Mais c'est sûr que là, on a eu un peu la vie facile au Québec à cause du différentiel de taux de change. Et là, ça se peut que le dollar canadien remonte à un moment donné, un jour. Mais là, très certainement, on fait face au tarif douanier de M. Trump de 25%, ce qui correspond exactement au différentiel de taux de change. Donc, d'une façon ou d'une autre, là, il va falloir prendre les moyens pour être plus productif et puis pour innover. C'est ça, se démarquer autrement que par le différentiel de taux de change. C'est ça. Puis, on parlait d'innovation ouverte. L'innovation ouverte, ça peut être entre les entreprises, mais ça peut être aussi au sein même de l'entreprise, parce que de plus en plus, les bonnes idées viennent des employés. Ça peut être le concierge, la réceptionniste, le gars de shop, le gestionnaire de ceci, le camionneur. Ça peut venir de n'importe qui dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut avoir des systèmes qui permettent aux gens d'émettre leurs idées dans l'entreprise. En termes de commercialisation, là, on parle justement des États-Unis, puis c'est le sujet de l'heure actuellement. Ça va peut-être amener, comme on dit, les entreprises à revoir leur marché puis à se repositionner. Quand on regarde développer à l'international, c'est des fois moins évident parce que les États-Unis, c'est notre voisin, une grande frontière, c'est proche, on collabore avec eux depuis des années, on commercialise avec eux. De dire on s'en va en Europe, on s'en va en Afrique ou en Australie, là, les coûts de transport explosent, les polymères, on transporte de l'air. Là. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une stratégie à envisager pour explorer des nouveaux marchés ou on est mieux de plutôt se structurer localement puis de travailler sur ces aspects-là en premier? En fait, là aussi, tu sais, les marchés étrangers, de dire que c'est plus complexe, oui, c'est plus complexe, mais on surestime la complexité de tout ça. Moi, il y a beaucoup d'entreprises à qui je dis, parce que là, tout le monde se fait dire qu'il faut diversifier nos marchés depuis 2 mois. Ouais. Les entreprises sont un peu tannées de se faire dire ça, mais moi, je suis obligé de leur dire oui, mais c'est vrai quand même. C'est une réalité. Ils sont comme inévitable. Mon Dieu. Puis oui, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Oui, puis non. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire, ça ne coûte pas si cher que ça. Si on dit les coûts de transport, oui, sauf qu'envoyer un container aux États-Unis par rapport à envoyer un container en Europe, il y a peut-être
$300-400 de différence, le container. Là. Il y avait eu un article dans la presse là-dessus il y a 2 semaines. OK. Tu sais, c'est pas énorme là non plus. Puis après ça, développer des relations d'affaires, bon, c'est sûr que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, tout ça, mais une fois que c'est fait, dans un pays européen, on a le reste de l'Europe, là, c'est un marché unique. Effectivement, une fois qu'on a le pied là, on rentre partout. Là. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est extrêmement facile. Là. Il n'y a pas de frontière. Là. Tu sais, on est dans un marché unique avec les Américains, mais il y a une frontière. Exact. Puis il n'est pas tout à fait unique parce qu'il y a des tarifs douaniers malgré le traité de libre-échange. Mais en Europe, une fois qu'on est rentré là, on peut passer d'un pays à l'autre. Bon, il y a des différences de langue, il y a des différences de réglementation, mais quand même, il y a tout un marché là-bas, là, 400 millions de personnes en Europe. Oui, on sous-estime cette quantité de personnes-là. Puis tu sais, on a un beau traité de libre-échange depuis 1988 avec les États-Unis et le Mexique. Aussi. Mais on ne fait pas affaire avec le Mexique. Le Mexique, tu sais, on a toujours des images de cartels, puis tout ça, mais en fait, il y a une classe moyenne extrêmement prospère au Mexique. Puis c'est un pays qui est en fort développement économique, donc il y a plein d'opportunités là-bas. Là. Oui, c'est à ne pas négliger. Puis des fois, peut-être que les entrepreneurs se laissent dans leurs pantoufles. Tu sais, on est habitué de travailler avec les États-Unis, c'est facile, on le fait depuis des années. Mais dans le fond, oui, comme vous dites, ça peut être un peu plus difficile, mais c'est pas nécessairement si difficile. C'est plus de dire, on sort d'une zone de confort, puis on perce ailleurs. C'est ça. Puis moi, j'en reviens au fait qu'on peut le faire ensemble. Oui. J'ai vu des entreprises qui se sont mis ensemble pour aller à la foire de Francfort ou pour aller dans... Il y a des entreprises de transport de la Mauricie qui sont allées ensemble au Breakbulk au Texas. Donc, le kiosque coûte cher, le transport coûte cher, tout ça, mais ils se sont tous mis ensemble, ils se sont créés une image de marque Mauricie, puis ça a extrêmement bien fonctionné. Et l'autre avantage, c'est que s'il y a quelqu'un aux États-Unis qui veut transporter à partir de la Mauricie, ben là, autour du kiosque, il y avait le train, il y avait le bateau, il y avait le camion, qui peuvent tous arranger ça d'un coup. Donc, tu sais, oui, ça se peut qu'il n'y ait pas de clientèle ni rien, sauf qu'il faut prendre des risques à un moment donné, puis si on les prend ensemble. Puis il y en avait un là-dedans qui était déjà allé à plusieurs reprises, donc il a pu dire aux autres comment ça allait se passer, puis c'est où les meilleurs kiosques, puis c'est quoi, comment on négocie avec ce salon-là, puis qu'il faut rencontrer. Tu sais, c'est ça, là. C'est qu'il y a des choses qui sont très facilitatrices quand on le fait ensemble. Bien, c'est la force du nombre. Au lieu d'être tout seul puis d'avancer peut-être plus vite, on va beaucoup moins loin. T'sais, on parle souvent de la Beauce. C'est comme ça qu'ils fonctionnent en Beauce. Oui. Historiquement, ils se sont toujours entraidés. C'est ça. Puis il y a une réputation d'entrepreneur chevronné, c'est pas pour rien. C'est ça. Puis, tu sais, on parle toujours de la Silicon Valley. C'est ça aussi, là, dans la Silicon Valley. C'est le même principe. Exact. Ouais. Non, en tout cas, je pense que le message est clair. Travaillons ensemble, puis on va passer au travail, puis même on va aller beaucoup plus loin comme ça. Bien, M. Lorrain, merci beaucoup. Très apprécié, très intéressant. Franchement, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très bientôt. Bien, c'était mon plaisir. C'était M. Frédéric Lorrain, chercheur à l'Institut de recherche sur les PME et professeur d'économie à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymèrequebec.com.